Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, on a beaucoup parlé, en tout cas, on parle souvent de régime quand on parle diététique, moi en tout cas dans mon entourage, mais ce serait peut-être le moment de se poser la question, est-ce que c'est bien en fait de faire un régime ? Est-ce qu'on peut remettre en question la notion de régime ? Merci de poser cette question fondamentale. Alors, est-ce que c'est bien de faire un régime ? Ça va t'étonner, mais la réponse est « ça dépend ». Encore une réponse sur mesure. Alors, déjà, pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'est un régime. Donc là, je vais reprendre la définition du CNTRL, le Centre national des ressources textuelles et lexicales que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, un régime, c'est une alimentation raisonnée, caractérisée par le choix et le dosage des aliments en fonction des besoins de l'organisme sain ou malade. Voilà. Donc, un régime, c'est un cadre alimentaire qui dit ce qui va être bon en quantité et en qualité par rapport aux besoins de la personne. Et là, déjà, on a une problématique. C'est que comment on va savoir exactement ce dont la personne a besoin ? Alors, on a bien des idées, notamment en cas de maladie. On a parlé de pathologie où la diététique va intervenir. On le sait, par exemple, en cas de diabète, que consommer des glucides qui vont être rapidement assimilés, ça va être difficile à réguler. Donc, on le sait. Maintenant, sur la globalité, notamment sur la quantité d'énergie dont la personne a besoin au quotidien, les méthodes de calcul qui nous permettent d'arriver à un chiffre sont assez aléatoires. De même, le fait de connaître la teneur en calories d'un aliment, ça peut être assez aléatoire. Donc, les régimes, déjà, vont poser des problèmes en termes d'ajustement et en termes de pertinence. Ensuite, il y a beaucoup d'autres problématiques, au point que l'ANSES a rendu un rapport en 2011 sur les risques liés aux pratiques alimentaires d'amaigrissement. Et notamment dans ce rapport, on va pouvoir voir des conséquences à la fois biologiques, physiopathologiques et psycho-comportementales de ces régimes amaigrissants. Donc on va avoir par exemple, on va pouvoir lire dans ce rapport que l'amaigrissement ne se fait pas uniquement aux dépens des réserves de masse adipeuse, c'est-à-dire pas uniquement au niveau des réserves de graisse, mais ils vont conduire rapidement aussi à l'affaiblissement de la personne par perte de masse musculaire. Alors par perte de masse maigre, notamment musculaire et osseuse, quel que soit le niveau d'apport protéique. Donc on a un risque d'affaiblissement par perte de muscles et d'os. On risque de fragiliser nos os. Il note aussi, et ça c'est très 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 important, que la reprise de poids, elle va concerner 80% des personnes au bout d'un an. Voilà, donc il y a 80% des personnes qui font un régime, qui vont reprendre du poids au bout d'un an, et ça va augmenter avec le temps. Et ça, c'est problématique quand même, n'est-ce pas ? Sur l'efficacité, effectivement, voilà. D'un régime. C'est très problématique. Donc, ils expliquent que la perte de poids entraîne la perte de masse maigre, donc dont la masse musculaire, et ça va induire une baisse de notre dépense calorique de repos, quand on fait rien. Du coup, les apports énergétiques qui permettent de maintenir le poids après un régime amaigrissant, ils deviennent inférieurs à ceux qui nous permettaient de maintenir notre poids stable avant le régime amaigrissant. Et quand on n'adapte pas, c'est-à-dire quand on ne mange pas moins qu'avant le régime, ça favorise une reprise de poids et préférentiellement en plus sous forme de masse grasse. Donc, c'est tout perdu. C'est tout perdu. Voilà. Avec le plaisir qui va avec. On a d'autres risques qui sont très graves, notamment des risques d'induire une mort subite quand on a des régimes très hypocaloriques en lien avec des troubles du rythme cardiaque. C'est une conséquence qu'on voit dans l'anorexie notamment. Voilà. Et puis on a des régimes hyperprotéiques qui peuvent être risqués chez des personnes qui sont à risque d'insuffisance rénale. Ensuite, sur les impacts au niveau du psychisme qui sont très 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 fréquents et qui sont très graves, on a la dépression, puis on a la perte d'estime de soi qui sont fréquentes, notamment quand on a des échecs à répétition, quand on enchaîne les régimes amaigrissants. Du coup, sur le plan comportemental, ça va induire le syndrome de restriction cognitive, on en a déjà parlé. La restriction cognitive, c'est la volonté de contrôler son alimentation pour perdre du poids ou ne pas en prendre, et ça va induire des perturbations du comportement alimentaire qui augmente le risque de reprise de poids et même au-delà du statut pondéral initial. Donc les régimes sont risqués et sont parfois complètement contre-productifs. Et là, c'est marrant parce que quand tu me dis ça, avec cette chronique, là, je pense à mon père qui est un peu
habitué des régimes, c'est-à-dire qu'il perd très vite, très facilement, mais il reprend très vite aussi. Donc c'est un peu ce cycle dont tu parlais, il va faire partie des 80%. Et là, dernièrement, c'est vrai qu'il a perdu, je pense, au moins 12-13 kilos assez facilement, c'est vrai. Mais en suivant une ligne bien précise, quoi. Et oui. Le phénomène que tu décris, je perds, je reprends, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et moi, j'ai souvent des patientes qui me disent « Oh, tel régime, ça a super bien marché, j'ai perdu 10 kilos en 6 mois. » Et puis, juste après, elles me disent « Mais ensuite, j'en ai repris 13 dans les 6 mois qui ont suivi. » Et en fait, le problème, c'est qu'elles font pas le lien avec le fait que c'est le régime lui-même qui a induit cette reprise de poids, qui en plus a été majoré de nouveaux kilos supplémentaires. Voilà. Le problème, c'est que le régime va induire la restriction cognitive et va induire la pensée « foutu pour foutu » ou alors « allez, aujourd'hui je me lâche, mais parce que demain j'arrête », etc. Et on est dans ce cercle vicieux que « allez, aujourd'hui j'ai encore raté, mais c'est promis, demain j'arrête ». Et moi, j'ai eu une expérience je l'ai vécu, ce phénomène. J'avais fait un régime quand j'étais adolescente, je devais avoir 16 ans. J'étais en surpoids, je devais avoir une dizaine de kilos de trop par rapport à mon poids d'équilibre estimé. Et du coup, en 6 mois, avec un plan alimentaire qui me permettait de manger une pâtisserie par semaine, donc tu vois, c'était... la folie. Voilà, c'était quand même... on ne boudait pas non plus tous les plaisirs. J'avais perdu 10 kilos en 6 mois. Et j'en ai repris 20. En 2 ans. J'ai repris 20 kilos en 2 ans. Et je me souviens, mais très précisément, du jour où ça a merdé. Je me souviens vraiment précisément du moment où ce phénomène de restriction cognitive vraiment a pris le pas sur moi. En fait, ça faisait 6 mois donc, que je pratiquais le régime. Et un jour, il y a eu un paquet de pop-corn au caramel. Et le paquet de pop-corn au caramel, il n'entrait pas dans le plan alimentaire. C'était pas vraiment une pâtisserie non plus, etc. Et donc, j'ai mangé ce paquet de pop-corn au caramel et j'ai un peu négocié avec moi-même. Oh, c'est pas vraiment une pâtisserie et tout. Bon, allez, je savais pas trop comment le gérer. Et du coup, je me souviens qu'à par la suite, il y a eu un deuxième paquet de pop-corn au caramel. Pareil, je savais pas trop comment gérer. Et ça a été la porte ouverte à toutes les fenêtres, si tu veux. Et donc, il y a eu de plus en plus de petits excès, mais que je ne régulais pas parce que c'était toujours un petit peu de la culpabilité, etc. Et bon, allez, demain, je reprends quelque chose de plus sérieux et tout. Et donc, prise par ces pensées restrictives, en fait, l'un dans l'autre, j'ai fini par reprendre les habitudes que j'avais auparavant, avoir une nourriture, une alimentation plus émotionnelle. Et ça a été un échec. Et en plus, du coup, on reste sur cette sensation d'échec. Exactement. Alors que non seulement il y a le poids en plus, il y a ces années passées à se contrôler, et en plus, on a cette pesanteur qui a un impact sur l'estime de soi. Voilà, c'est ça. Donc, pour vérifier l'efficacité d'un régime, il ne faut pas regarder que le court terme, il faut aussi voir ce qui se passe sur le long terme, parce que le régime, il est responsable de ce qui se passe dans les années qui suivent. D'accord, mais c'est là où je me demande, parce que on en revient à mon papa. Donc, il a fait ses régimes, ses yo-yo. Et puis le dernier en date, ce qu'il m'expliquait, c'est il voyait pas ça comme un régime, mais comme un changement de comportement alimentaire. Alors effectivement, il suit une méthodologie, il pèse son pain tous les matins, et voilà. Ce qu'il me disait, c'est qu'il fallait en fait qu'il change sa façon de manger et qu'il imprime dans sa tête que ce sera comme ça jusqu'à la fin de sa vie s'il veut pas reprendre. Alors, en fait, tu vois, c'est cette différence entre régime et changement d'habitude. Est-ce que ça va de pair? Est-ce que c'est deux choses vraiment différentes? Oh là là, alors là, on est sur le point qui m'énerve très fort. J'ai énervé Anne, on peut faire ça. Je vais t'expliquer pourquoi je suis énervée. C'est parce qu'aujourd'hui, on a une sorte de langage politiquement correct qui fait qu'on ne parle plus de régime. Non, les diététiciennes ne donnent plus de régime. Elles vont proposer un rééquilibrage alimentaire. Et quand tu regardes la différence entre le régime et le rééquilibrage alimentaire, sur le papier, il n'y en a pas. Parce que tu as toujours un plan alimentaire avec des quantités à respecter. La seule différence, c'est que maintenant, la diététicienne qui propose un rééquilibrage alimentaire va dire « Vous pouvez vous faire plaisir avec une pâtisserie par semaine. » Ce qu'on faisait déjà il y a 20 ans quand j'ai fait mon super régime qui m'a posé des soucis. Donc on est toujours dans la même problématique. On donne un cadre à la personne. On lui dit il faut manger ça en telle quantité, tel aliment c'est bien, tel aliment c'est pas bien. Et on ne règle pas la problématique de base qui peut être variable en fonction de la personne. On peut avoir des problématiques émotionnelles ou autres. Donc, on continue à dire à la personne, il faut faire attention. Donc, on la maintient dans un état de stress et de vigilance par rapport à l'alimentation, de c'est bien, c'est pas bien. Donc, on va induire plus facilement de la culpabilité.
Et même ces trucs de rééquilibrage alimentaire, donc de bien manger, etc., ça peut induire la problématique des régimes qu'on appelle régimes à juste titre, alors que ces punaises de rééquilibrage alimentaire sont aussi et encore des régimes non mais. Voilà pourquoi ça m'énerve. Et c'est vrai que le mot est beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux. Mais tu as raison, c'est vrai que dans la réalité, on est exactement sur le même principe. Mais c'est ça. Oui. Et tu vois, d'ailleurs, c'est intéressant parce que aller voir une diététicienne pour faire un régime, ça donne super pas envie. La diététicienne, elle va me priver. Je vais avoir un régime, c'est restrictif. Mais j'ai pas envie de vivre ça. Alors que un rééquilibrage alimentaire, waouh, où en plus je vais pouvoir écouter mon plaisir, c'est super, mais tout en étant raisonnable. Et tu vois, c'est le problème de mais en étant raisonnable qui reste au cœur de la problématique. Parce que c'est quoi être raisonnable ? Oui, il y a une faute quelque part. C'est exactement ça. Ouais. D'accord. Donc, avec ta vision, ton approche, on sort de ça. Alors, mais comment est-ce qu'on fait pour perdre du poids si on n'est pas restrictif ? Alors, on écoute les chroniques d'Anne. Alors déjà, préciser, parce que moi je me souviens d'un patient qui me disait, mais moi le régime ça a fonctionné sur moi. Moi en suivant un régime, j'ai réussi à perdre 10 kilos en 1 an, etc. Et du coup c'était même le papa d'un jeune patient qui disait, mais moi avec de la volonté ça a marché, je comprends pas que lui ça fonctionne pas. Bon. Alors, chez ce monsieur, ça avait fonctionné parce que, mais certainement pas pour les raisons qu'il croyait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est rentré dans un cadre alimentaire et qu'il a suivi strictement un cadre que ça a fonctionné. C'est parce qu'à un moment donné, il a eu un déclic et que, grâce à la motivation qu'il a ressentie, prendre soin de moi, de ma santé, c'est un monsieur qui avait eu des problèmes de dos, etc. Et il voyait que ça commençait à virer vers le diabète, etc. Donc il avait une forte motivation et il est certainement venu simplement à se réguler, c'est-à-dire ce à quoi on propose de revenir en approche comportementale de la diététique sans régime. Il s'est régulé en arrêtant de grignoter quand il n'avait pas faim, etc. Ce qui est la base, ne pas manger quand j'ai pas faim. Voilà. Donc ce monsieur, à travers ce qu'il a cru être un régime, finalement, il est revenu à l'écoute de lui. Et c'est pour ça que ça a fonctionné pour lui. Mais quand on a, comme par exemple son petit garçon, une problématique plutôt de nature émotionnelle, en lien avec une insécurité affective, la volonté, ça va pas fonctionner. Quand la nourriture, elle vient combler quelque chose qui est pas de nature alimentaire, il faut travailler la cause. Et si en plus, on lui dit, tu vas être privé de ton doudou, de ce qui te permet de tenir, de pas craquer, et de sombrer complètement émotionnellement, là, c'est la catastrophe. Voilà. Mais c'est ça. Voilà. Donc, il faut vérifier et vraiment travailler sur la nature de la problématique. Bon, tu me demandais comment on peut faire autrement. Moi, j'ai fait le choix d'une approche comportementale. Donc déjà parce que j'ai observé sur moi les bienfaits que ça avait. Et puis parce que j'ai compris aussi que derrière les régimes, quand ça fonctionne, c'est parce qu'on revient à l'écoute de soi. C'est pas le régime qui fonctionne, c'est le fait de s'écouter et de se respecter. Donc dans l'approche comportementale de la diététique, le but clairement, c'est d'autonomiser la personne, que la personne prenne conscience de sa propre capacité à s'autoréguler pour n'être pas dépendant d'une autorité extérieure, de quelqu'un qui saurait mieux qu'elle, parce que moi je suis faible, parce que moi je sens pas bien, parce que moi je ne sais pas, etc. Je cite Socrate. Ouh là là, ça devient très sérieux ces chroniques. Voilà, donc je cite Socrate, c'est pas n'importe qui. Voilà, donc Socrate, il disait mais que chacun s'observe lui-même et note quelle nourriture, quelle boisson, quel exercice lui conviennent et comment il faut en user pour conserver la santé la plus parfaite. Si vous observez ainsi, vous trouverez difficilement un médecin qui discerne mieux que vous ce qui est favorable à votre santé. Mais c'est tellement... ça coule de source. Mais c'est ça. Ouais. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup d'éducation thérapeutique du patient, ETP. Donc, il y a des programmes d'ETP qui consistent justement à permettre à la personne de se responsabiliser, de devenir vraiment acteur de son traitement. Et il y a des études qui montrent que, oui, la personne adhère beaucoup mieux. Il y a une bien meilleure adhésion sur le long terme dans des maladies chroniques, au traitement, à l'hygiène de vie, etc. Et voilà... Quand on est acteur de sa santé, quand on croit en ses compétences, quand on se responsabilise, quand on prend confiance en ses capacités, ça marche beaucoup mieux. Et moi, mon job, du coup, en diététique comportementale, c'est d'aider la personne à repérer les clés qui vont lui permettre de connaître ses besoins et puis lui proposer des outils qui vont lui convenir
pour travailler sur les causes des dérèglements du comportement alimentaire en l'occurrence. Voilà, donc ça peut être aussi bien de l'info nutritionnelle que des outils pour accueillir, gérer les émotions. Et ça va beaucoup, beaucoup plus loin que de donner un plan alimentaire où on va dire à la personne, faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est fermé. Et souvent, quand il y a une perturbation du planning figé, par exemple, je suis invitée chez des amis, je suis perdue. Je sais plus ce qu'il faut faire pour réguler, je culpabilise, et puis du coup, je peux tomber facilement dans le foutu pour foutu. Et il y a une métaphore que j'aime beaucoup, tu vois. On dit quand quelqu'un a faim, soit on lui donne du poisson, soit on lui apprend à pêcher. Et avec l'approche comportementale, on apprend à la personne à pêcher, c'est-à-dire à sentir et à savoir déterminer par elle-même ce dont elle a besoin, et puis à mobiliser les compétences qu'elle a pour rétablir l'équilibre. Et ça, c'est tout sauf infantilisant. C'est très valorisant. Ouais, mais tu vois, moi, j'en prends conscience que en parlant avec toi aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça va un peu aussi contre-courant d'une certaine pensée un peu médicale. Enfin, ça, bien sûr, pas tout le monde a cette pensée-là, mais des fois, quand on va dire à un médecin, je pense que j'ai ça, et ça va être perçu pas d'une super bonne... Enfin, des fois, ça peut ne pas être reçu de la meilleure façon parce que on n'a pas fait les études. Enfin, voilà, on n'est pas médecin. Voilà. Et c'est pas à nous de dire ce qu'on pense avoir. Enfin, il y a un peu de ça. Et c'est vrai que moi, ça fait peu de temps que j'ai appris à me faire confiance aussi sur mes sensations. Et effectivement, côté nutritionnel, c'est valable aussi. Mais c'est ça. Donc, faisons-nous confiance. Mais c'est ça. Et on a été pendant très longtemps, tu décris un rapport vertical en fait, le professionnel du milieu médical qui sait et moi qui ignore. Donc l'information va être descendante et finalement il y a une forme de soumission à cette autorité sachante. Voilà, donc je me soumets à ce que dit l'autre. Et heureusement aujourd'hui, il y a des rapports qui sont beaucoup plus horizontaux, notamment grâce, il y a de plus en plus de médecins et c'est une bonne chose qui se forment à l'éducation thérapeutique du patient justement pour valoriser aussi les compétences de la personne. Parce qu'on a tous des compétences, on en a. Il faut reprendre confiance en nous, en nos compétences, en acquérir de nouvelles, parce que forcément, il y a des connaissances qu'on n'a pas, notamment pour ce qui est de ma partie, il y a des connaissances des aliments qu'on n'a pas, donc c'est important d'en acquérir de nouvelles. Donc voilà, moi je milite vraiment pour qu'on reprenne notre pouvoir, et tu connais mon credo, vive les mangeurs libres, vive les mangeurs libres. Et moi je dis Anne, présidente. Merci Anne. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.